Nous allons commencer avec un petit changement d'ordre en donnant immédiatement la parole à Julien Rossi. Julien Rossi, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, expert en protection de données à caractère personnel, docteur en sciences de l'information et de la communication à l'UTC. Il a produit une thèse portant sur la production des normes juridiques et technopolitiques de protection des données à caractère personnel et sur le rôle de la rivalité entre systèmes de conviction concurrents dans leur production. Il s'intéresse particulièrement des questions relatives à la vie privée, la surveillance, l'informatique, mais aussi la gouvernance de l'Internet. Julien, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette table ronde, je vais évoquer un débat ou une discussion qui est assez fréquemment sur le droit à la protection des données à caractère personnel, qui est la question de la tension entre le fait que le droit à la vie privée ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne distingue, sans qu'on sache très bien d'ailleurs les effets de cette distinction, mais ça c'est un autre sujet. Donc ces droits, ce sont des droits individuels. Néanmoins, comme on l'a vu régulièrement lors des différentes tables rondes d'hier, les enjeux sont souvent éminemment collectifs et souvent la dimension collective, par exemple des usages de plateformes numériques, peuvent compliquer considérablement l'exercice en fait, de droits individuels. Donc à ce titre, le droit de la protection des données à caractère personnel, parfois aussi le droit à la vie privée, et les textes qui, disons, mettent en œuvre ces droits fondamentaux, dont le Règlement général de protection des données en Europe, sont très critiqués sous plusieurs angles. Si on en prend juste un petit extrait, on a philosophe Amitai Etzioni qui, dans un livre qu'il a publié en 1999, estimait que, alors là c'était plutôt sous l'angle de ce qu'il trouvait être un excès du droit à la vie privée. Il considérait que le droit à la vie privée était un droit individuel qui pouvait parfois empêcher la réalisation d'intérêts collectifs, puisque des individus pouvaient, pour des raisons bassement, selon lui, bassement égoïstes, refuser de partager par exemple des données, alors que le partage de ces données pourrait avoir diverses vertus, je sais pas, économiques ou politiques ou autres. On a une autre critique, là aussi qui vient des États-Unis, d'Hélène Nissenbaum, qui considère que le consentement au traitement de données à caractère personnel est une illusion, dès lors que c'est un consentement individuel, et que de toute façon, la vie privée n'est pas une question de choix individuel, mais une question de normes de société et des normes sociales qui veulent que certaines informations, certains types d'informations ont vocation à circuler dans certains contextes et de ne pas en sortir. Et que donc l'atteinte à la vie privée résulte du fait qu'une information sorte du contexte dans lequel il est socialement accepté que cette information circule. Donc par exemple, quelqu'un qui partage des données de santé avec son médecin, si ce médecin consulte un autre médecin expert de la maladie qu'il a à traiter chez son patient pour avoir son avis, et tout ceci étant protégé par la confidentialité du secret médical, pour Hélène Nissenbaum, cette information peut circuler même sans consentement, puisque on reste en fait dans un même contexte où il est socialement accepté que ces informations-là circulent. À l'inverse, si ces mêmes données sont publiées dans la presse ou si ces mêmes données sont transmises, par exemple, à une société d'assurance, alors ça peut générer un sentiment d'intrusion dans la vie privée, de violation de la vie privée, de violation de cette intégrité contextuelle qui caractérise pour Hélène Nissenbaum le respect de la vie privée. Et donc on voit que là, finalement, le consentement de l'individu joue un rôle assez limité, puisque finalement l'individu est protégé, ou théoriquement, par des normes sociales, donc des normes collectives.
Une autre source de critique très fréquente, ce sont les lobbies, enfin les divers groupes d'intérêt. D'ailleurs, étonnamment, on trouve une critique du consentement individuel de deux types de groupes d'intérêt. Donc les groupes d'intérêt industriels qui ont beaucoup écrit pendant les discussions sur le RGPD, selon lequel il y aurait une fatigue du consentement et que donc il faudrait se passer du consentement. Ça sert de toute façon à rien. Mais également d'un certain nombre d'associations militantes comme la Quadrature du Net, et puis depuis peu, et au niveau européen, EDRI s'y est mis aussi, de critiquer le RGPD parce que plaçant selon eux, trop d'emphase, trop d'importance sur ce consentement individuel. En France, on a aussi d'autres critiques académiques, d'Antonio Casilli par exemple, et d'autres, mais si je rentre dans trop de détails sur ces critiques, je vais être trop long et je n'aurai pas le temps d'aborder mon autre point, qui est que bien que effectivement, on s'est documenté par de nombreux travaux de recherche, dont les résultats du projet Ado-Privacy qui sont présentés lors de ce colloque. Donc, bien que tout faire reposer sur l'individu ne fonctionne pas, un individu ne peut pas choisir seul, par exemple, de sortir de l'usage de certaines plateformes numériques qui sont importantes pour sa sociabilité, en particulier dans un contexte du collège ou du lycée. On ne peut pas non plus s'attendre à ce que chaque individu lise in extenso toutes les politiques de confidentialité qui elles-mêmes ne respectent en général pas les exigences de l'article 12 du RGPD sur la clarté, la lisibilité, la prise en compte du fait qu'on doit s'adresser à un certain public et qu'on doit avoir conscience du public auquel on s'adresse pour adapter son vocabulaire et son langage au dit public. Donc effectivement, faire tout reposer sur le consentement individuel ne fonctionne pas. Voilà, d'autant que, encore une fois, pour reprendre là cette fois les termes de Florian Hémon et Marine Gou, ce consentement finalement il est souvent résigné, c'est-à-dire on clique par exemple sur j'accepte un peu par résignation. Mais néanmoins, c'est une vision qui est en partie qui est quand même partielle du droit de la protection des données à caractère personnel, qui, pour reprendre les mots de Félix Bicker, et contient aussi des dimensions structurelles, ou, pour reprendre la terminologie utilisée par Gloria González-Fuster, est un droit individuel mais pas individualiste. Ceci signifie plusieurs choses, par exemple le fait que, donc j'en ai parlé au sujet de l'article 12, cette obligation de transparence peut être aussi conçue comme un souci, une obligation pour les responsables du traitement du souci de l'autre, et donc du souci de savoir par exemple que je m'adresse à un public jeune, et donc comme l'a rappelé à coup de sanctions administratives l'autorité néerlandaise de protection des données, TikTok doit s'adresser aux mineurs néerlandais en néerlandais, parce qu'on ne peut pas tout à fait s'attendre à ce que des mineurs néerlandais, même s'ils commencent l'anglais beaucoup plus tôt que nous, certes, néanmoins, on ne peut pas s'attendre à ce que des mineurs néerlandais comprennent une politique de confidentialité rédigée en anglais. Alors, est-ce qu'ils la comprendraient en néerlandais? C'est peut-être une autre question, mais déjà, ça pourrait aider. Donc, il y a une dimension déjà de souci de l'autre. C'est-à-dire, si on inverse le point de vue et qu'on ne regarde pas juste l'individu qui est censé être responsable de tous ces maux, mais aussi l'individu en tant qu'il, un jour, il va être peut-être professionnel travaillant chez le responsable de traitement, là, il doit développer une forme de souci de l'autre. Ce souci de l'autre se retrouve aussi dans l'article 35 du RGPD sur la conduite d'évaluation d'impact. Et on a une défense collective des intérêts collectifs à la protection de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à travers l'établissement d'une autorité, par exemple, de protection des données à caractère personnel, et qui est l'élément le plus ancien dans le droit des données personnelles. En fait, il y avait deux éléments dans la loi de protection des données du Land 2S, adoptée en 1970, l'existence d'une autorité de protection des données personnelles et un droit d'accès aux données à caractère personnel. Beaucoup d'autres choses se sont développées depuis, mais c'était un élément central, avec déjà cette idée qu'il y avait besoin de cette autorité administrative indépendante pour représenter et défendre en fait des intérêts collectifs que là où des individus seuls ne peuvent pas agir, mais par contre une autorité par exemple comme la CNIL a plus de possibilités pour agir. Alors à l'époque les grandes plateformes du web n'existaient pas, mais voilà, c'était notamment vis-à-vis de l'État. Le RGPD a introduit également au niveau européen la possibilité d'action de groupe et de réparation dans des démarches collectives du préjudice subi en raison de traitement de protection de données à caractère personnel ne respectant pas les règles du RGPD. On a en France aussi des dispositions en droit national qui datent déjà d'avant l'entrée en application du RGPD. Donc on a des mécanismes collectifs notamment, et qui sont au service du coup de biens collectifs, puisque donc la protection des données a aussi été théorisée par certaines personnes comme étant nécessaire à la séparation des pouvoirs.
qu'est-ce que tout cela a comme effet ou relation avec la question de l'éducation? Alors je vais être assez bref, mais la table ronde se poursuivra, sinon je vais dépasser le temps. Mais il me semble qu'une des difficultés qui ressort est la suivante, c'est que même si dans les discussions en classe, lorsque notamment des adultes nous ont fait part d'expériences réussies, permettent de partager des soucis ou des questions ou un malaise par rapport à certains phénomènes liés aux plateformes numériques, eh bien, il est difficile d'en sortir individuellement. Et par exemple, les personnels d'éducation nationale sont démunis lorsqu'il s'agit de gérer le fait que des personnes se sentent mal à l'aise à être obligées de recevoir des notifications WhatsApp en permanence du groupe classe. Sauf qu'en même temps, ce groupe classe, on ne peut pas le quitter parce qu'il y a plein d'informations importantes qui circulent, et y compris des activités tout à fait légitimes liées à l'enseignement. Et donc là, il me semble que peut-être une piste à réfléchir pour la pédagogie, c'est notamment comment inclure dans la pédagogie sur les droits numériques, pour le dire très vite, même si j'aime pas cette expression, comment inclure dans cette pédagogie l'apprentissage également de l'action collective, et pas juste du coup de l'exercice de droit individuel, dont l'exercice est important, peut fonctionner, mais est parfois malheureusement voué à l'échec. Voilà. J'ai dépassé 27 secondes. C'est pas trop mal. Merci beaucoup d'avoir mis la barre très haut en matière de respect du temps, 10 minutes pile. C'était très efficace, et merci d'avoir fait référence aux travaux notamment d'Hélène Nissenbaum sur la dimension collective de la vie privée, mais aussi à d'autres travaux menés par notamment Antonio Cassilli, Florian Aymon. Puis je pense qu'on aura matière à discuter sur des approches critiques du RGPD, mais aussi sur la question de l'accessibilité ou l'intelligibilité des règles de protection pour les mineurs, y compris d'un point de vue linguistique. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant donner la parole à Madame Agnès Granchet, qui nous rejoint à l'instant. Sauf si vous voulez peut-être avoir quelques minutes et qu'on attend. Non, c'est bon, très bien, parfait. Très bien, je vais vous présenter pendant que vous vous installez Agnès Granchet, qui est maître de conférence à l'Institut français de presse de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et chercheuse au Charisme. Elle est spécialisée en droit et déontologie des médias. Ses recherches portent principalement sur les questions de liberté, de responsabilité et de censure des médias, et sur l'articulation entre les mécanismes de réglementation, de régulation et d'autorégulation des médias. Vous travaillez également sur la question du droit des femmes dans les médias. Donc voilà. On attend que le PowerPoint s'est installé, et ensuite vous disposerez de 10 minutes, pas plus, pour présenter vos réflexions sur ces thématiques. Je vais vous céder ma place si vous le souhaitez, pour que vous soyez plus confortable. Ah, d'accord, on peut peut-être se décaler si ça vous dérange pas. On va se décaler dans ce cas. Très bien, merci. D'abord, je voudrais m'excuser pour mon retard involontaire. Oui. Alors, je pense que ce que je voulais dire va paraître un peu, enfin, si le PowerPoint veut bien s'ouvrir, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, va paraître un peu dépassé par rapport à ce qui a été dit avant, parce que moi, je suis privatiste au départ, et donc je me place dans une optique plus de droit individuel, quand bien même, bon, enfin, en même temps, M. Rossi a expliqué que parfois ça fonctionnait. Voilà. Donc, je vais passer vite sur les points que je voulais évoquer. Bon, on a vu hier que le droit au respect de la vie privée était protégé en droit international par la Convention des droits de l'enfant. Alors, d'un point de vue formel, la question est-ce que la protection des données personnelles peut protéger la vie privée ? Oui et non. Si on lit la Charte des droits fondamentaux, il y a 2 articles différents, donc on pourrait se dire, en fait, c'est 2 domaines différents. Alors, on a vu hier, le défenseur des enfants nous a rappelé l'article 1er de la loi, je passe vite parce que
de 1978, qui effectivement entend la protection des données personnelles de façon individuelle, comme le droit des personnes de contrôler les usages qui sont faits de leurs données, et qui nous dit que ça doit pas porter atteinte, que l'informatique ne doit pas porter atteinte à la vie privée. Alors, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, faut pas quand même... le RGPD, il a mis un certain temps à émerger. Il y a quand même l'intention est louable, au moins sur le plan théorique. Les difficultés pratiques de mise en œuvre des droits des personnes concernées, je vais passer vite. Et puis, je ne voulais pas évoquer les obligations des responsables de traitement, parce qu'il me semble que ça relève plus de la table ronde suivante. Mais peut-être insister sur la conciliation, parce qu'hier, on a dit, en fait, les mineurs, ils ne connaissent pas leurs droits numériques. Bon, ils s'inscrivent dans une logique de prévention. Mais parmi les droits numériques, il y a la liberté d'expression et peut-être plus pour une conciliation avec la protection des données personnelles, le droit à l'information. Donc je vais plus insister sur ces aspects. Bon, évidemment, le champ d'application du RGPD comme de la loi de 1978 exclut les traitements de données à caractère personnel pour l'exercice d'activités strictement personnel. Donc ça exclut un certain nombre des usages qu'on a pu évoquer hier. Bon. Je passe sur les définitions que vous connaissez, j'imagine. Quand même, enfin, je suis peut-être idéaliste, mais la grande force du RGPD, c'est son champ d'application territorial. Donc là, j'ai cité le RGPD. Toute personne qui se trouve sur le territoire de l'Union peut prétendre à la protection de ses données, quand bien même le responsable de traitement n'est pas établi dans l'Union. Donc, c'est ce qui a conduit les autorités de protection des données européennes à prononcer un certain nombre de sanctions. Donc, c'est quand même, on ne peut pas lui retirer ça. En revanche, je suis d'accord avec M. Rossi, la mise en œuvre des droits consacrés, enfin des droits individuels consacrés aux personnes concernées par des traitements de données personnelles est assez difficile. Et puis, bon, le RGPD a quand même le souci d'assurer une protection spécifique des données personnelles des enfants. Donc, je vais évoquer les difficultés générales, et plus particulièrement celles qui concernent les droits des mineurs. Bon, le consentement préalable, M. Rossi en a parlé, d'autant que, comme vous le savez, c'est le principe. Hein, le consentement doit être d'abord un acte positif clair et libre, spécifique, éclairé et univoque. Mais il peut être limité par la poursuite des intérêts légitimes des responsables de traitement, sachant quand même que lorsque la personne concernée est un enfant, eh bien, ses intérêts et libertés fondamentaux, donc notamment la protection de ses données, peuvent l'emporter. Bon, on n'a aucun moyen de le contrôler, ça c'est vrai. Le consentement des mineurs, donc je pense que ce sera abordé dans la table ronde avec la question de la majorité numérique. La majorité numérique était déjà, avant la loi sur la majorité numérique, était déjà fixée à 15 ans, ce qui suppose, quand le mineur a moins de 15 ans, que le consentement soit donné par les titulaires de l'autorité parentale, le ou les titulaires, et donc au détriment de la vie privée. On a vu aussi hier l'importance de l'intime. Et donc, voilà. Je passe aussi sur l'obligation de rédiger les informations de termes clairs, simples et aisément compréhensibles. Ça a été dit, donc, bon, sur le droit à l'information, voilà. Monsieur Rossi a rappelé aussi la condamnation de TikTok qui avait rédigé ses conditions générales d'utilisation en anglais. Alors, une illustration, c'est l'information supposée être donnée en matière de cookies et traceurs. Donc, c'est l'article 82 de la loi de 78 qui prévoit ça. Bon, j'ai screené, c'est récent. Et encore, ça vient du site de 20 minutes. Et encore avant, au lieu de marque préférée des Français, il y avait un cookie dessiné, enfin un gâteau, quoi. Bon, donc, on sait que ça ne marche pas complètement. Alors, quand même... moi, je rends hommage au travail de la CNIL, qui donc avait laissé une période de 2 ans pour la mise en place. Alors, j'ai pas osé citer quelques sites universitaires notamment, où on vous dit que si vous continuez à naviguer sur ce site, vous acceptez les cookies, parce que je veux pas mettre les établissements en difficulté, mais c'est quand même une réalité.
Donc la CNIL, bon, il y a encore 45% de sites où l'information est insuffisante. Je vous renvoie à ce bilan qui est assez intéressant. Mais quand même, il y a une évolution du taux de refus des cookies, et notamment une relative augmentation chez les 18-24 ans. Alors c'est la tranche au-dessus de celle qui nous intéressait, mais je n'ai pas trouvé le chiffre pour ceux d'en dessous, mais enfin voilà. Et puis bon, le droit de rectification et le droit à l'oubli, là encore, on sait qu'il y a des dispositions qui doivent faciliter l'exercice de ce droit à l'oubli par les mineurs, puisque le responsable de traitement est censé y procéder, enfin en tout cas pour le droit à l'effacement, dans les meilleurs délais. La CNIL a élaboré un certain nombre de recommandations pour la mise en œuvre, pour l'exercice effectif de leurs droits par les mineurs, mais on sait que c'est quand même encore difficile. Bon, il y a eu beaucoup de sanctions. J'ai emprunté ce schéma au bilan de la CNIL 2022. Donc peut-être que l'exercice individuel des droits est inefficace, mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de sanctions, notamment contre les grosses plateformes. Un des obstacles, au-delà de ces obstacles techniques de l'exercice de ces droits formels, c'est la liberté d'expression. Alors tout à l'heure, M. Rossi a dit ah oui, quand c'est publié dans la presse, on ne peut rien faire. Alors c'est pas tout à fait exact. C'est vrai que dans la loi de 78 et dans le RGPD, il y a une exception pour les traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme. Donc cette disposition, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle insiste pour dire qu'il faut concilier la protection des données personnelles avec la liberté d'expression et d'information, et ce n'est pas toujours dans le même sens. Ce qui n'empêche pas l'application des autres dispositions, et notamment de la loi sur la presse. Le droit d'opposition, bon, consacré par la loi de 68 comme par le RGPD, donc, qui permet normalement de s'opposer à des traitements de données à caractère personnel, bah oui, mais il peut se trouver limité par la liberté d'expression. Alors là, c'est une ordonnance de référé qui avait été rendue. C'était une personne qui avait été citée dans un article de blog assez hostile à Philippe de Villiers. Et donc son nom, alors l'article en gros c'était oui, c'est quelqu'un qui défend des valeurs morales, mais en fait qui a une maîtresse, et le nom de cette personne, Madame X, avait été donné. Et elle avait agi à la fois sur le fondement de la loi de 78 et sur le fondement du Code civil, et elle a été déboutée sur le fondement du droit d'opposition, puisque les juges, et c'est toujours le cas aujourd'hui, considèrent que non, la protection des données personnelles ne vient pas limiter la liberté d'expression, il faut trouver d'autres fondements. Bon, voilà. Là, c'est la liberté de la presse l'emporte, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Dans un arrêt récent du Conseil d'État, eh bien, le Point s'est vu refuser l'accès à la base de données nationale sur l'activité des établissements de santé. Pourtant, c'est d'intérêt public de connaître le fonctionnement c'était pour dresser le palmarès des hôpitaux et cliniques français. Et le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 juin 2023, a considéré que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était pas suffisamment caractérisé au regard de la liberté de la presse. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours dans le même sens. Le droit au déréférencement, qui a été consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, bon, je pars du principe que tout le monde sait de ce dont il s'agit. Donc, le droit de voir supprimer certains résultats obtenus à partir d'une recherche faite à partir de son nom, et qui pointe vers des sites comportant des données personnelles. Alors, même si la publication en elle-même est licite, même si l'information ne cause pas de préjudice. Donc c'est un droit relativement large. Sauf que, et la Cour de justice nous dit qu'en principe, le droit au déréférencement l'emporte sur l'intérêt du public d'accéder à l'information. Sauf si la personne joue un rôle dans la vie publique. Alors ce n'est pas forcément être président de la République ou que sais-je. Ça peut être une activité je pense à une jurisprudence où c'était quelqu'un qui avait été un expert comptable qui avait été antérieurement condamné pour escroquerie. Il était d'intérêt public
que ses clients potentiels sachent la chose. Voilà. Alors je vous passe sur ce droit au déréférencement. Il y a beaucoup de demandes, le nombre de demandes augmente, et en gros, c'est moitié-moitié. Il y a 50% des demandes qui sont accordées, 50% qui sont refusées, sachant qu'évidemment, les décisions de Google sont ensuite contrôlées par un juge. Bon, quelques limites. La portée territoriale, le déréférencement n'est fait que sur les extensions européennes de Google. Le fait qu'un lien pointe vers des données sensibles, eh bien, ça ne conduit pas, il faut un déréférencement automatique. Il faut quand même que le juge procède à la balance entre la protection des données personnelles et la liberté d'expression. Voilà, ça je passe parce que je n'ai pas le temps. Le droit au respect de la vie privée, il est, comme toute liberté, limité. Il peut être limité pour des raisons tenant à la protection des droits et libertés d'autrui, et donc la liberté d'expression en particulier. Alors, je voulais conclure sur vers une éducation à la protection des données personnelles. Alors, j'ai relu les textes que je ne vais pas vous lire, mais c'est vrai que dans les objectifs du service public de l'enseignement, l'éducation aux médias et à l'information, elle est axée sur les devoirs. C'est une éducation à la responsabilité civique et puis une mission d'information sur les violences, donc ce qui a été assez bien traduit par les discours d'adolescents. Quand même, dans la formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques, il est prévu une éducation aux droits et devoirs numériques, dont la protection de la vie privée, ainsi qu'aux règles applicables au traitement de données personnelles. Sauf que les enseignants, ils ne sont pas formés, et quand on va voir la mission des organismes supposés les former, eh bien, on nous dit qu'ils forment les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique, mais pas du tout aux droits numériques qui peuvent être invoqués. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama des règles pertinentes de protection en droit français, en droit de l'Union européenne, notamment en insistant sur le champ d'application territoriale du RGPD, qui a une vocation extraterritoriale, qui donc protège évidemment, y compris à l'encontre d'entreprises, la majorité qui sont situées à l'étranger. Et d'ailleurs, pour information, cette législation a été répliquée par une centaine d'États à travers le monde, ce qui montre qu'il y a bien eu un Bruxelles Effect, et donc on trouve ces règles protectrices des adolescents et des mineurs dans de nombreux instruments internationaux, mais aussi étrangers, avec toujours ces préoccupations relatives aux restrictions proportionnées à la liberté d'expression, notamment liées à des considérations d'intérêt public. Alors, nous allons passer à l'intervenant suivant, qui est Hugo Verdi, doctorant à l'Université Bordeaux-Montaigne, rattaché au MICA. Vos recherches portent sur l'écosystème des concepts de données. Votre thèse porte spécifiquement sur l'épistémologie de la data literacy. Et vous êtes par ailleurs ingénieur d'études, intégré depuis septembre 2023 au projet GOOD ou GOD, je ne sais pas comment il faut le prononcer, GOOD, au laboratoire L'Abri, l'Université de Bordeaux, avec un travail consacré à la gouvernance des données au sein de l'Université de Bordeaux. Voilà, donc je vous donne la parole, je crois que vous avez un micro pas loin, je vous invite à le récupérer pour 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout le monde entend bien ? Alors, je vais commencer ma présentation en fait par une problématique générale, qui est une problématique de discours sur les données. Avant même de parler des données personnelles, on a un problème au niveau pharmaconique, c'est-à-dire que les données sont soit vues, surtout du point de vue de l'entreprise, comme un progrès économique, un progrès social. Et de l'autre côté, on a une problématique qui est la donnée comme quelque chose de négatif. Et généralement, la protection des données personnelles tombe dans cette problématique-là. On est dans une problématique actuelle d'une non-résolution de la datafication, donc c'est-à-dire en fait cette mise en données de nos interactions numériques et sociales, qui est en fait est un aboutissement, si on peut dire, de la statistique telle qu'avait pu être présentée donc, par Desrosières. Et la problématique qu'on a actuellement, c'est que cette datafication modèle et remodèle les comportements humains et sociaux. Et le problème qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'on arrive justement à des paniques morales autour de la donnée, et d'ailleurs de la donnée ou des données, c'est toujours cette problématique-là de l'essentialisme. Et donc, pour pouvoir arriver à une éducation de la donnée
des données qui soient cohérentes, la première chose à faire, c'est de déconstruire les discours, en revenant notamment déjà sur ce qu'on entend par des données. La donnée en tant que telle, selon la discipline dans laquelle on s'intègre. Alors en informatique, ça peut être cette suite binaire de 1 et de 0, si je caricature à grande échelle, mais c'est surtout donc cette base qui va permettre d'arriver à produire de l'information et en lui apposant un sens. Et surtout, la donnée en tant que telle, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'elle est protéiforme, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une suite de statistiques, c'est également des vidéos, ce sont des traces numériques. Tout ce qui permet en fait d'arriver à un contenu informationnel est une donnée. Donc, d'où la problématique actuelle qui est que tout peut être donné, ce qui est extrêmement difficile à gérer. En tant que tel, produire de la donnée, c'est aussi produire de la sémiotique. Tout ce qu'on produit, notamment en termes d'images, en termes de vidéos, va produire du sens et produire des représentations du monde. Je vous passe l'expression de Weltanschauung, donc cette représentation du monde créée donc, à partir de données. Et la problématique de tout ça, c'est, on revient encore à cette éducation aux médias, à cette éducation aux images et à l'information, c'est la question du sens. Quel sens on doit porter sur nos pratiques et nos activités, et notamment sur nos pratiques de données personnelles. La donnée personnelle, en tant que telle, en tant que donnée, est une construction humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est juste que elle est déterminée par les logiciels qu'on utilise, elle est déterminée par le sens, enfin, c'est un peu oxymorique de dire ça, mais par le sens qu'on veut lui intégrer. Et donc, quand on crée nos données personnelles, inconsciemment ou non, on crée une représentation du monde, une représentation de nous-mêmes. Donc, à partir de là, la question qui se pose, c'est comment arriver au niveau donc de ce public, de collégiens, mais pas que, de lycéens, d'adultes, pour pouvoir maîtriser un petit peu nos propres représentations dans nos discours. Cette question-là, alors évidemment, elle a été abordée à travers de nombreuses disciplines. On peut revenir donc évidemment au numérique, à l'informatique. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir prendre l'ensemble des pans de ce travail-là, c'est-à-dire le côté technologique, le côté législatif, le côté économique, social, relationnel. Il y a toutes ces dimensions-là à prendre quand on traite des données et notamment de tout ce qui est identité numérique, en fait, de manière générale. Et pour ça, donc, si je reviens donc à ce qui a été annoncé donc dans le programme, on nous parle donc de les voies d'une éducation à la donnée, la protection des données personnelles. L'éducation à la donnée, en fait, moi, je vais me rebaser sur ce qui a été présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire la data literacy. Donc, c'est-à-dire en fait qu'on peut traduire de multiples façons, et toutes les traductions sont bonnes. Tout dépend en fait de l'objectif final qu'on cherche à obtenir. Donc, c'est-à-dire, ça peut être une littératie donnée, ça peut être la culture des données, l'éducation aux données, peu importe. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de pouvoir proposer une formation qui permette de comprendre évidemment le concept central de données, mais également de pouvoir décoder la politique sous-jacente qui est prévue en fait dans les données et dans les discours, puisque la littératie, si on revient très rapidement dessus, c'est, si on prend un dictionnaire, c'est la capacité de lire et écrire, mais de manière plus globale, c'est toutes les interactions intellectuelles, tout ce que ça permet de construire en termes de société. Et donc, appliqué aux données, c'est comment on peut proposer justement une data literacy justement basée sur les données, et en particulier sur les données personnelles. Alors, la problématique, c'est qu'on ne peut pas faire uniquement de l'éducation à la donnée. Il faut prendre également de l'éducation numérique, de l'éducation législative, donc tout ce qui a été présenté auparavant. Et donc, il faut qu'on puisse avoir cette interaction-là entre ces différents domaines pour pouvoir arriver à pouvoir former l'ensemble des personnes, que ce soit les étudiants, mais également les professeurs. Puisqu'il y a de nombreux mythes, et ça je reprends le terme de Roland Barthes, hein, des mythes, et notamment ce qu'on appelle les technodiscours. Donc c'est vraiment, on a des impensés et on voit la technologie comme évidente. Et notamment chez les professeurs, après les enquêtes que j'ai pu faire notamment, il y a la problématique des données, c'est-à-dire la donnée c'est quelque chose de trop technique, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, c'est pour les mathématiciens, c'est pour les informaticiens. Donc juste à partir de ce terme-là, il y a d'énormes problématiques sémantiques, de discours et de freins qui se posent justement à la possibilité de pouvoir proposer des cours sur le sujet. Et évidemment, après, il y a des manques en termes juridiques, il y a tous ces manques-là. Donc,
Quand on revient un petit peu sur l'évolution justement de ces pratiques d'éducation aux données, il y a eu évidemment dans la littérature une évolution qui est passée à un stade critique au sens de Paulo Freire, c'est-à-dire cet éducateur, pédagogue brésilien qui a proposé donc certaines méthodologies en termes éducatifs pour pouvoir développer une sorte d'esprit critique, à comprendre en termes d'éducation politique, de pouvoir décoder justement les signaux politiques à travers les textes, à travers les données. Et dans la littérature, donc sur la littératie des données, sur la culture des données, c'est quelque chose qui est arrivé. Donc cet esprit critique qui va amener à un développement démocratique et citoyen. C'est-à-dire comment le citoyen, comment l'individu peut se réapproprier son identité, peut se réapproprier sa vision, en fait, à travers diverses possibilités. Pardon. Et donc, ce développement citoyen-là, en fait, il est protéiforme. Il y a évidemment une approche technologique, algorithmique, puisqu'il y a évidemment, quand on parle de données, c'est devenu quasiment impossible maintenant de parler de la donnée en tant que telle, en tant qu'élément isolé. On parle de la donnée en tant que système. D'ailleurs, c'est pour ça que le terme de data revient très souvent dans les discours en français, pour désigner à la fois la donnée, mais également les algorithmes, pour parler du machine learning, de l'intelligence artificielle. Tout ça est un écosystème, est un système, et voilà, on ne peut pas parler de la donnée en tant que telle uniquement, il faut pouvoir comprendre le fonctionnement numérique de toute cette partie-là. C'est ce qu'on a appelé, enfin ce que la littérature parle de data infrastructure literacy, donc la littératie des infrastructures de données. Donc c'est de pouvoir comprendre justement, savoir comprendre ce que c'est qu'un jeu de données et comprendre dans quel contexte il est situé et comprendre justement cet univers numérique-là. Donc ça, c'est une approche vraiment technique qu'il faut absolument développer. Il y a évidemment l'approche citoyenne qu'on peut voir notamment dans l'EMC, dans l'éducation morale et civique, notamment sur cette éducation qui a été présentée auparavant, sur l'éducation aux données personnelles, cette approche préventive, qui ne nécessite pas nécessairement de compétences techniques, mais qui quand même doit nous les présenter en termes d'exploitation de données, de surveillance, de réputation, de prédiction. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte. Dans la littérature, il y a également en fait quelque chose qui est développé depuis très peu de temps, c'est ce qui nous reste en termes de les personal data literacies. En fait, ce sont les littératies sur les données personnelles. Et parmi les choses qui sont proposées, en termes justement d'accompagnement à la formation, on a l'identification des données, donc on prend de quoi on parle quand on parle de données personnelles, les compréhensions sur le transfert des données, les réflexions critiques autour de ces données-là, les usages et surtout les tactiques. Et c'est le dernier point que je vais développer, notamment qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de contenu. Il y a souvent cette volonté de faire quelque chose de très généraliste, c'est-à-dire il faut pas d'anonymat, il n'y a pas d'anonymat en ligne, tout ce qui est en ligne c'est réel, il y a de la permanence informationnelle, sauf qu'en parlant de ces termes-là très généralistes et autres, on n'arrive plus en fait à toucher l'ensemble des élèves et des étudiants. Ce qu'il faut absolument arriver, c'est d'arriver à des cas pratiques sur l'ensemble des cas. Donc, par exemple, sur le sexting, le porn revenge, sur l'ensemble de ces thématiques-là, pour pouvoir arriver à une nouvelle dynamique en termes de compréhension des discours, mais également en termes de contenu sur ces sujets-là. Et je ne peux pas développer plus, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté vos réflexions de façon aussi efficace, notamment sur la déconstruction nécessaire des discours en matière de données, et puis sur cette représentation de la donnée qui revient très fréquemment, y compris dans les travaux juridiques. Est-ce qu'il ne faut pas raisonner finalement en tant qu'écosystème de données, en tant que jeu de données, plutôt que d'isoler la donnée en tant qu'élément isolé. Merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Alors je vais donner la parole immédiatement à l'intervenant suivant, qui est David Bessot. David Bessot, cofondateur d'Infotep et de l'association Privacy Tech. À travers votre société de conseil et d'édition de logiciels, vous proposez une approche patrimoniale de la donnée et du numérique. Alors, une question qui agite les juristes depuis quelques années. Et donc, j'ai hâte de vous écouter pour 10 minutes. Vous avez la parole. Ah. Est-ce que, Hugo, vous pouvez me faire le timekeeper avec votre téléphone? Comme ça, Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Quelle protection de la vie privée peut-on attendre des dispositifs de protection de données personnelles? En tant qu'entreprise, en tant que, on va dire, consultant, en tant qu'intervenant dans les entreprises depuis 25 ans, j'ai la chance de voir la façon dont les dirigeants appréhendent la question de l'équilibre entre gagner de l'argent avec de la donnée et protéger les gens qui nous font gagner de l'argent avec de la donnée. Et toute cette complexité, cette espèce de dualité qu'on peut constater. Et effectivement, depuis 25 ans, j'ai l'impression de répéter la même chose, c'est-à-dire, oui, effectivement, on peut croître, on peut faire des bénéfices, on peut gagner de l'argent, mais en même temps, c'est intéressant de s'interroger sur les effets de bord, les externalités de ce type de démarche. Donc la question finalement derrière le dispositif de protection des données personnelles, c'est une question, et je vais commencer par citer Sophie GL, qui m'a dit un jour à la fin d'une réunion, mais David, n'est-ce pas trop tard finalement? Eh bien je ne crois pas qu'il soit trop tard, il est peut-être trop tard par rapport à ce qu'on a vécu il y a 30 ou 40 ans, effectivement le paradigme, l'équilibre de la donnée personnelle dans le monde, dans les sociétés démocratiques de notre société a bien changé. Pour autant, je pense qu'il n'est pas trop tard par rapport à ce qui nous arrive dans les 10 à 20 prochaines années. Et je pense que notre travail est encore plus important aujourd'hui quand on voit la façon dont les entreprises préparent la suite. Alors, je vais développer mon propos en 3 points. Le premier, c'est, je vais l'appeler le changement de paradigme, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui les entreprises appréhendent les modifications générales de l'équilibre sur leurs données. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis le troisième point que je traiterai, c'est qu'est-ce qu'on peut faire demain. Le changement de paradigme. Alors, c'est très intéressant. Moi, je recrute beaucoup de gens qui veulent travailler dans le domaine de la donnée. Et alors, encore aujourd'hui, dans compétences techniques, on a Word, Excel, PowerPoint, les plateformes, etc. La donnée et de manière générale le numérique reste un outil très technique et dans les entreprises c'est aussi le cas. Il faut imaginer que alors que Facebook se crée, que Google se développait et que la numérisation globale de notre société était en cours depuis 20 ans, jusqu'il y a encore une dizaine d'années, seuls les directeurs informatiques étaient en charge de la question de la donnée au sein des entreprises. Alors, c'est pas vrai dans les grandes plateformes internationales qui nous concernent aujourd'hui, mais c'est très vrai dans toutes les entreprises qui aujourd'hui proposent des services auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc, la question déjà de la technicité de la donnée, oui, c'est la donnée technique, mais pas que. Et on a vu apparaître, avec le RGPD, mais il existait avant, mais il a changé de fonction, le DPO. D'accord, dans les entreprises, vous avez un délégué à la donnée personnelle et le DPO est en charge de faire appliquer la loi sur les règlements sur les données personnelles. Alors, imaginez un sujet dans l'entreprise qui est technique et juridique. On ne lui donne pas tous les atouts pour qu'il soit porté au bon niveau de business. Et en face, vous avez le marketing, la communication, le commercial qui disent il faut innover, il faut prendre de la donnée pour pouvoir créer de nouveaux services. Donc il y a un vrai déséquilibre déjà intrinsèque dans l'entreprise. Il y a des forces systémiques très importantes entre d'une part cette idée de croissance, de développer, d'utiliser les données, d'en récolter toujours plus, et de l'autre une sorte de prise de conscience absolument dingue du DPO qui dit mais attendez, on fait absolument n'importe quoi avec les données de nos consommateurs. Il faut imaginer quand même, quand on rencontre des DPO dans les entreprises, il y a une association qui s'appelle, peu importe, qui est une association qui gère les DPO, qui a mis en place en fait une hotline pour les DPO en burn-out. Enfin, je veux dire, ça s'invente pas quand même, ça. Hein. Parler à des RSSI, des responsables de sécurité des systèmes d'information dans les entreprises et écouter ce qu'ils vous disent. Le premier mot qu'ils vous diront, c'est passoire. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est le même cas. Donc vous avez des DPO en burn-out, des RSSI qui luttent depuis 20 ans pour la sécurité, mais qui ont conscience que finalement les choses sont compliquées, des directeurs informatiques qui avaient un plein pouvoir sur la donnée, à qui on explique qu'ils sont plus seuls responsables. Ce changement de paradigme, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise est en train de modifier l'équilibre des forces et de faire les choses autrement. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais ça a des conséquences très directes sur la façon dont le centre de gravité de la donnée existe dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il oscille entre régulation et croissance, d'accord, entre en gros le marketing, la com qui veulent développer de nouveaux projets, et puis de l'autre côté vous avez évidemment les régulateurs qui attention, etc. Et on n'a pas encore eu beaucoup de sérénité sur la question de ces données. Donc,
qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de manière très concrète pour faire changer les choses. Alors, moi, il se trouve que je participe à une association que j'ai cofondée, et nous, on met en place, par exemple, des choses très concrètes comme les Privacy Icons, qui visent à simplifier la lecture des conditions générales d'usage. D'accord ? Ça, c'est un élément très important. Vous preniez, Julien, l'exemple des jeunes néerlandais capables de lire des conditions générales d'utilisation. Moi, je me suis évidemment, lorsque ma fille a eu 13 ans, je lui ai demandé de relire intégralement les conditions générales de YouTube, de me faire un résumé en 2 pages et de me faire une présentation PowerPoint en 5 slides. Voilà, vous imaginez, j'ai pas compris. Donc c'est un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de l'exercice individuel ou de l'exercice collectif, ce sera dans les propositions que je ferai après. On va chercher à décoder des techniques prédatrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la donnée, c'est pas qu'une question technique, c'est une question qui mélange les domaines de recherche, qui mélange les domaines d'action. Et quand on parle de droit, quand on parle de technique, si je montre à un juriste des conditions générales techniques et que je montre à un technicien des conditions générales juridiques, ils vont pas se comprendre eux-mêmes. Je peux très bien dire oui, j'ai fait un consentement éclairé, et en même temps disposer un dark pattern qui fait que le consentement n'est pas si éclairé que ça. Et finalement, ce que nous, on cherche à faire dans l'association et ce qu'on cherche à faire aussi, moi, à titre personnel, dans mon métier et dans mes interventions, c'est d'essayer de décoder, et j'utilise un terme là aussi que j'ai emprunté à Sophie, des techniques prédatrices, et j'utilise la question de la posture de douanier. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, les entreprises ne savent pas très bien ce qu'elles font parce qu'elles sont prises dans un dialogue entre régulation et performance, et que finalement, c'est à nous, praticiens, chercheurs, de comprendre la façon dont elles mettent en place des dispositifs et de les décoder pour les rendre éligibles et compréhensibles pour tous. Et puis, il faut réfléchir à ce qu'on veut, il faut réfléchir à notre modèle. Parce qu'en fait, depuis 20 ans, 30 ans, les différents modèles qui nous sont proposés, c'est l'Est et l'Ouest. C'est finalement un modèle où on capte les données, on crée une société de surveillance, un modèle effectivement très, très américain avec des sociétés qui sont toutes puissantes. Et aujourd'hui, le colloque arrive juste après le week-end de signature de l'IA Act. Alors, je ne veux pas faire de l'angélisme, je ne veux pas dire que ce truc-là va changer le monde, mais à titre personnel et dans mon métier, je trouve intéressant de dire que je vis dans un pays, sur un continent, qui s'interroge sur ces sujets et qui les pose pas uniquement en termes de surveillance et de business et de profit, mais qui les pose en termes d'éthique. Et moi, ça me remplit de joie et ça me permet de faire des propositions très concrètes sur la façon dont on peut envisager les données dans les 10 prochaines années. Je pense essentiel de réfléchir et de poursuivre les travaux de réflexion et d'être extrêmement exigeant vis-à-vis des plateformes, vis-à-vis des entreprises sur la question des données personnelles. Je pense que c'est un combat qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut poursuivre. Alors on n'est pas assez nombreux aujourd'hui, c'est vrai. On a fait des réunions, Sophie était venue intervenir dans une réunion de DPO, qui était une réunion de l'association, et on voyait bien le décalage finalement où les DPO sont pris dans une espèce de tourbillon de... ils sont en burn-out, enfin, je veux dire, c'est ça dont on parle. Donc aujourd'hui, ils sont complètement pris par les questions qu'ils ont à traiter. Et il faut des gens qui réfléchissent, et c'est vous qui réfléchissez. C'est vous qui posez aujourd'hui les fondations de ce que sera le numérique de demain. Donc c'est très important que vous puissiez le faire. Il y a un deuxième élément extrêmement important, c'est la question de la formation. Je suis absolument convaincu, pour intervenir en collège, en école primaire ou au lycée, ou même parfois à la fac, de l'importance de former et d'expliquer aux gens. L'éducation aux médias est extrêmement importante, l'éducation à l'information, la chasse aux fake news. En tant qu'entreprise, on est confronté au même problème finalement que les particuliers. On a aussi de la désinformation, on a aussi des attaques, on a aussi des usurpations d'identité, et la formation est le meilleur rempart contre les problèmes qui puissent arriver. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur la question de la gratuité. Non, c'est pas gratuit. Alors, sans citer des phrases toutes faites, je dirais que la question de la gratuité interroge sur les limites du numérique. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que c'est que la gratuité par rapport au vivant ? Qu'est-ce que c'est que la gratuité quand le numérique ou la donnée pollue plus que l'aviation ? Est-ce que finalement, qu'est-ce que c'est que la gratuité dans un monde fini, ou un monde comme le nôtre aujourd'hui ? Et je m'interroge aujourd'hui sur est-ce qu'un service gratuit qui consomme de l'énergie finalement est vraiment gratuit ? Alors on a parlé de la gratuité par rapport aux données personnelles, j'aimerais qu'on place la question de la gratuité dans le rapport au vivant. On doit s'interroger sur l'autorisation de mise sur le marché.
On ne met pas un médicament ou un jouet sur le marché comme ça. Pour autant, sur le numérique, ceux qui décident si une application est accessible à un jeune de 13 ans, c'est Google et Apple au travers de leur store applicatif. Ça me gêne. Et je pense qu'on doit s'interroger sur les autorisations de mise sur le marché, comme on s'interroge sur un médicament ou un jouet. Alors, on ne va pas interdire et demander à toutes les solutions numériques de montrer patte blanche. Pour autant, il y a des services, quand elles touchent la jeunesse, qui doivent être réfléchis. 20 secondes. Demander des comptes aux entreprises. Je pense que les entreprises doivent rendre compte du bilan de leur activité sur la donnée. Et en faisant ce travail, en faisant des études d'impact sur la donnée, on permet aux entreprises de prendre conscience de l'impact de ce qu'elles ont. Aujourd'hui, la donnée est un sujet qui est vraiment encore un peu à la marge dans un paradigme qui n'est pas clair. Il faut qu'on le place au centre de l'entreprise et qu'on demande à l'entreprise de rendre des comptes. Et puis, enfin, on doit développer une culture commune de la donnée. Moi, je suis assez convaincu que le service public a un vrai rôle à jouer aujourd'hui. On a aujourd'hui limité la question de la donnée dans le secteur public à la question de l'open data et de l'ouverture des algorithmes. C'est deux questions essentielles qu'il faut poursuivre. Mais je pense qu'on a un champ extraordinaire de création de communs autour des données publiques, parce qu'en plus on est en France et en Europe et qu'on a plutôt une infrastructure de données qui est assez crédible. Et j'y vois là une belle porte, un bel avenir pour créer des services qui soient un service public de la donnée. Voilà en quelques mots les éléments que je pouvais apporter. Merci. Merci infiniment. Alors je retiens cette technique que je vais appliquer pour mes étudiants en droit qui n'arrivent pas à synthétiser les conditions générales d'utilisation. Manifestement, il faut commencer plus tôt en master. Et en droit, ils n'y arrivent pas non plus. Je peux vous rassurer sur ce point-là. Et merci d'avoir insisté sur le point de la gratuité, parce qu'on avait cette discussion avec des collègues états-uniens l'autre jour. Il faut de plus en plus envisager les plateformes sous l'angle du droit de la consommation et sous l'angle des produits, parce que finalement, il s'agit de services qui sont destinés à des consommateurs, et donc on est de plus en plus nombreux à considérer qu'il faut envisager les plateformes sous l'angle du droit de la consommation et pas uniquement sous l'angle des droits fondamentaux. Merci infiniment. Je passe tout de suite la parole à Olivier Coutor, qui est juriste et chargé d'études au pôle éducation au numérique au sein de la CNIL. Et donc vous avez la parole. Je vais me décaler un peu pour que vous soyez peut-être mieux installés. Bonjour. Alors oui, je fais partie des services de la CNIL, pas de la CNIL. Voilà, c'est la distinction entre le collège et l'administration. Alors, moi, j'ai un peu peur de vous servir un discours un peu convenu en tant que juriste maison de la CNIL. Quelle protection de la vie privée peut-on attendre des dispositifs de protection des données personnelles? Alors, dans une approche très très naïve, rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter là, consisterait à dire, ben oui, on peut attendre tout ce qu'elle propose déjà, c'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des pour les particuliers, il y a des obligations pour les acteurs du numérique au sens large, pour tous les responsables de traitement. Parmi ces obligations, il y a notamment des obligations d'information. Donc tout ceci, il suffit tout est gravé dans le marbre de la loi et il suffit de l'appliquer. Mais bien sûr, vous mettez dans votre titre quelle protection peut-on attendre? Ça veut donc dire qu'on en est loin. Même plutôt qu'attendre, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut espérer. Alors, je vous propose quelque chose en deux temps. D'abord, faire un diagnostic, et puis après, voir ce qui peut bouger, à court ou moyen terme, ou dans quelle manière, dans quelle matière on peut placer ses espoirs. Alors, le diagnostic, il est en 5 points, mais je vais passer, j'espère, assez rapidement. D'abord, je m'interrogeais sur le fait que vous mettiez en avant la protection de la vie privée. Donc, c'est mettre l'accent sur un droit individuel. On aurait pu tout à fait présenter les choses autrement. On aurait pu dire que ce qui est en jeu, c'est la protection des droits et libertés individuelles et collectives. Et ceci est aussi dans la loi informatique et liberté. Et à mon avis, c'est une approche plus globale et plus pertinente de la question. Mais donc, protection de la vie privée, mise au premier plan d'un droit individuel, dans un monde interconnecté, c'est un peu compliqué. S'agit-il d'une histoire dépassée, pour ne pas utiliser une autre expression, selon la formule d'un acteur historique du numérique
états-unien. Donc une histoire dépassée, une variable d'ajustement qui permet aux individus non plus d'être sûrs de la préservation de leur sphère d'autonomie, mais simplement une manière de pouvoir négocier leur relation avec leurs partenaires au sein de la société, négocier au mieux pour garder quelque chose d'un peu à soi. Autrement dit, ce qu'on appelle habituellement garder la maîtrise de ces données personnelles, qu'on pourrait appeler aussi ne pas perdre totalement la maîtrise de ces données. Donc un certain fatalisme, surtout quand on se place dans un contexte qui est marqué par la gratuité des services qui sont proposés, ou une gratuité apparente en tout cas, donc là aussi il est difficile de résister très longtemps. Et puis, face à des dispositifs qui jouent sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire qui cherchent à appâter l'usager et à le garder une fois qu'ils l'ont en main. Protection de la vie privée, donc. C'est compliqué. Le droit lui-même n'aide pas peut-être pleinement les choses, parce que le droit de la protection des données personnelles, c'est un droit très technique. C'est un droit, en plus, technique au sens où il utilise des concepts qui ne sont pas encore totalement définis. Et donc, c'est un droit qui, pour une part, est inabouti, parce qu'il nécessite beaucoup d'interprétations. Pour compliquer la chose, c'est un droit qui essaye d'embrasser toutes les situations de la vie sociale. C'est pour ça que le consentement est l'une des bases légales au sein des 6 bases légales qui sont prévues. Il y a bien d'autres choses que le consentement, comme critère qui peut justifier l'existence d'un traitement de données personnelles. Et puis surtout, c'est un droit européen. Et ça complique aussi les choses. Ça veut dire que l'interprétation dont je parlais tout à l'heure, elle ne va pas être efficacement réalisée au niveau d'un État, de chaque État, mais à un niveau à un niveau communautaire tout simplement. Et pour cela, on a créé une structure particulière qui permet aux administrations d'interpréter ces textes, de donner une interprétation autorisée au niveau européen, mais ça prend un petit peu de temps. Et puis, le juge en question, c'est le juge européen, et là aussi, pour le saisir, ça prend un petit peu de temps, en tout cas pour avoir une réponse efficace. Et puis, on peut, à côté du droit technique, disons, on peut aussi interroger votre formule « dispositif de protection des données personnelles ». Ça met l'accent sur le fait que les dispositifs ne sont pas que théoriques, ils sont surtout techniques. Et là, dans ces cas-là, ces dispositifs, ils sont à la main des acteurs du numérique. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre juridique qui met en avant largement l'autorégulation. C'est à chaque acteur non seulement de lire le droit qui lui est applicable, mais de l'interpréter et de le faire entrer dans le concret de sa vie sociale. Donc le dispositif en question, il est à la main totalement des acteurs publics ou privés, des fameux responsables de traitement. Ça, c'était le second point, donc, pour caractériser le droit en question et ses dispositifs. Après, il y a un problème de distance entre les acteurs. Parce que les années passant, on voit que les usagers du numérique sont de plus en plus transparents vis-à-vis de leurs partenaires, alors que ces partenaires, les responsables de traitement, eux, sont de plus en plus opaques. De moins en moins compréhensibles dans leurs attentes, dans les moyens qu'ils mettent en œuvre et dans leur discours qu'ils traitent, qu'ils donnent à leurs usagers. Avec derrière ces enjeux de transparence, des enjeux non négligeables d'adaptation du discours à ce que l'on servit à chacun, à ce que l'on en sait, de l'individu que l'on a entre guillemets à l'autre bout de la ligne, avec, alors je disais d'adaptation pour être gentil, et si on est méchant, on dira de manipulation. Et ce sont les enjeux actuels des données personnelles qui ne sont pas collectées pour rien, pour perdre son temps, mais pour savoir quelque chose de ses interlocuteurs et pour, encore une fois, les mener là où on a envie de les mener.
Donc cette problématique de la distance entre les acteurs est, je crois, à prendre en compte. Il y a un nouvel enjeu aussi qui est celui de qu'on n'est pas justement dans un cadre maintenant binaire avec des puissants et des dominants et des dominés, mais on est dans un contexte avec le numérique d'une surveillance tous azimuts. Pour dire les choses gentiment, la surveillance est participative aujourd'hui ou mutuelle, et elle porte sur, elle est liée en fait à toutes les interactions qui existent entre les individus. Et là, il y a une autre problématique très lourde qui tourne autour de la préservation de la vie privée et de la protection des données personnelles. Enfin, dernier point, le fait que tout ceci se passe dans un contexte de méconnaissance assez fort encore, même s'il faudrait relativiser, distinguer entre les milieux, entre les contextes, mais une méconnaissance assez forte donc des enjeux liés au numérique par les usagers, et puis de leurs moyens d'action. D'où le besoin d'éducation dont on a déjà parlé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire bouger là-dedans? Et je ne sais pas de combien de minutes il me reste. 2 minutes, c'est formidable. Alors le premier point, c'est le plus simple, c'est que petit à petit, le droit va se fixer. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de zones d'ombre et on peut attendre que l'intervention tant du CEPD que du juge européen permette de mieux comprendre les logiques d'un certain nombre de dispositions. Le second point, c'est l'éducation au numérique. Et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on voit dans quelle direction il faut aller. Et il faut renforcer tous les dispositifs de médiation numérique et essayer de leur donner une visibilité dans le domaine de l'éducation, les faire travailler avec d'autres partenaires. Bref, là, on voit qu'il y a une ligne directrice à suivre, entre guillemets, ou à faire exister. Le troisième point, c'est, pour moi très important, de réduire la distance qui existe entre les usagers et les responsables de traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'aujourd'hui, les usagers, on leur demande d'agir, on leur demande de surveiller eux-mêmes, on leur demande de faire des signalements, mais très souvent, ils ont l'impression que tout ça, ça part comme les gouttes d'eau dans l'océan, ça se dilue, ça disparaît et on n'en entend plus parler. Ça, c'est un premier point. Mais au-delà de ça, il y a le fait que les règles, cela a été dit tout à l'heure, les règles définies par les acteurs du numérique le sont, donc, comme je viens de le dire, par les acteurs du numérique, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs intérêts. Et qu'il faudrait trouver un moyen pour que les usagers soient partie prenante dans un certain nombre de processus de prise de décision, notamment s'agissant des mineurs, ça paraît encore plus important, et encore plus important quand on sait que les obligations légales veulent que la manière de s'adresser aux mineurs doit correspondre aux attentes des mineurs. Donc il y a un faisceau, disons, d'éléments qui devraient conduire à aller dans la bonne direction. Et puis le dernier point, pour moi aussi est très très important, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais dès le départ de ce colloque aujourd'hui, on a insisté sur le fait qu'il s'agissait de droits individuels, alors que les problématiques ne sont pas du tout individuelles. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est que, et d'ailleurs j'aime beaucoup l'expression que j'ai revue poindre dans l'intitulé, je crois qu'il faut parler maintenant sérieusement de citoyenneté numérique. Ce qui est en jeu, c'est pas du tout les droits de chaque individu qui le concerne et uniquement lui vis-à-vis du numérique, non, c'est c'est la construction de la société qui intègre le numérique tel qu'on veut l'avoir demain. Ce qui implique de tenir compte de la dimension collective du numérique et d'organiser un agir ensemble qui aujourd'hui fait cruellement défaut. Merci beaucoup pour ce diagnostic et ces pistes d'évolution. Je pense que qui a en plus l'avantage de faire la passerelle entre plusieurs des interventions sans que vous l'ayez prémédité a priori, ce qui prouve que le panel était bien constitué. Bravo aux organisatrices et organisateurs. Je vais donner la parole à la dernière intervenante du panel. Nous n'avons pas pris trop de retard, ou en tout cas très peu, grâce à l'autodiscipline des intervenants et intervenantes. Et donc, il s'agit de Jessica Pidou, qui est sociologue du numérique à l'université de Neuchâtel en Suisse, qui est en train d'installer son PowerPoint, donc je vais déployer sa présentation du temps qu'elle puisse s'installer. Chercheur postdoctoral qui mène des recherches à l'intersection de la sociologie, des algorithmes, de la sexualité au travail, de la sexualité et du travail numérique, excusez-moi, grâce à des méthodes participatives.
Et vous êtes directrice de Personal Data IO, qui défend les droits en matière de protection de données à caractère personnel. Vous avez notamment travaillé sur des applications telles que Tinder. Voilà. Donc je vous donne immédiatement la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de cette table ronde. Je vais vous parler avec double casquette, donc chercheuse et aussi activiste. Donc je vais vous montrer plus concrètement ce qu'on a fait dans l'association et en termes de protection des données personnelles. Donc on a des ateliers et des outils et ces ateliers ont comme objectif en tant qu'élève d'apprendre avec une mise en situation des connaissances situées dont on a parlé tout à l'heure pour construire du sens ensemble. Et on va aussi permettre de gagner en visibilité ou de visibiliser ce qui a été rendu opaque ou invisible par les plateformes et ainsi mieux comprendre ce qui se passe avec les flux de données. Et on permet l'acquisition de concepts clés, mais par la pratique et par les mécanismes qui sont propres à la collecte des données dans les plateformes. À partir des faits qu'on extrait, et je vais vous expliquer ça plus tard, des plateformes, on va discuter, on va débattre ensemble les enjeux socio-techniques et politiques liés à la protection de la vie privée. Et ainsi, on va développer un esprit critique et créer des alternatives, ce qui n'est pas toujours évident quand on ne connaît pas encore les conséquences ou comment le flux des données il se passe réellement. En tant qu'enseignant ou enseignante, puisqu'on donne des ateliers aussi aux formateurs et formatrices, on va donner des éléments pédagogiques concrets à implémenter en classe. Et on va permettre que les personnes s'approprient des expériences des jeunes racontées par eux et elles-mêmes. Et on donne des jeux, des exemples, des références. Comment on le fait? Avec des sciences participatives et pluridisciplinaires. Donc, on est une équipe chez personaldata.io avec des journalistes, communicateurs, dont un collègue est ici présent, des analystes des données, des juristes. On a aussi un partenaire technologique, Estia AI, qui développe tout ce qui est infrastructure technologique pour l'utilisation des données personnelles. On interagit soit avec les élèves, comme je dis, ou avec les enseignants. Et avec mon rattachement dans l'académie, actuellement dans l'université de Neuchâtel, en fait, on crée aussi un réseau académique pour faire des investigations avec le public. On utilise une méthodologie qu'on a développée qui s'appelle DigiPower. Elle est donc une démarche participative qui consiste à récupérer ces données personnelles, exercer ces droits d'accès, des droits peu connus et peu exercés par le public en général. Et on montre comment ça donne une vue unique, rétrospective sur notre comportement sur les plateformes et dans l'espace physique. Et comme je l'ai dit, on met l'accent sur les connaissances situées à partir d'une ethnométhodologie. Plus concrètement, on fait de la sensibilisation avec le public directement dans des tiers-lieux. Ici, c'est un public de tout âge. Une expérience intéressante, c'était avec des personnes en situation d'émigration qui sont bien conscients et comprennent les enjeux sur la collecte des données personnelles dans une situation de vulnérabilité, mais dans des situations très similaires à d'autres personnes. Donc on a parlé de citoyenneté, mais pour ces personnes avec un statut de réfugié, sans papier, etc., c'était aussi important comme expérience et comme retour sur la protection de la vie privée. On a des interventions ponctuelles en classe. On a fait au gymnase avec des gens entre 15 et 17 ans. On a fait aussi des ateliers par semestre au niveau universitaire, bachelor et master, donc avec des plus âgés. Donc à chaque fois, les activités, elles varient. Et des programmes formateurs, formatrices. Par exemple, en Suisse, avec le canton de Vaud, on a donné un atelier à 60 professeurs qui étaient des enseignants pour le gymnase de 6e année.
Donc là aussi, on applique la mise en situation d'une autre manière. On le fait jouer les jeunes élèves pour comprendre les enjeux, se mettre dans la peau de leurs élèves. On a ces ateliers, donc formation pour les formateurs et formatrices et pour les jeunes qui sont disponibles sur nos sites. On accepte des propositions et puis on va en classe travailler toujours en binôme avec l'institution ou avec l'enseignant pour développer le contenu. On n'arrive jamais avec un contenu préfet, mais on le travaille ensemble. On fait des jeux de rôle et des débats pour dire qu'on fait des choses déconnectées hors ligne sur des cas concrets des violations de la vie privée. Et ça, c'est le cas de Pillar. C'est un cas aux États-Unis, mais qui marche très bien pour discuter avec les jeunes. Ils vont jouer plusieurs points de vue et je trouve que ça, c'était important. Et ça a été un peu soulevé par Julien, comment en changeant de perspective, en fait, ou peut-être avoir aussi une vue des réciprocités, va permettre d'appliquer d'autres mécanismes de protection des vies privées. Et voir que c'est jamais ni noir ou blanc, ou la question des moralités est les moins importante selon le point de vue. On a un jeu de rôle aussi en classe que j'ai fait qui a marché très bien de matchmaking ou l'entremise, mais qui est déconnecté aussi hors ligne. Et en fait, les élèves vont jouer le rôle d'algorithme. Et c'est très intéressant comme perspective, ceux qui vont négocier une fois qu'ils se mettent dans la peau de développer un algorithme ou utiliser l'algorithme. On a aussi après une analyse des données sur les applications de rencontres comme Tinder. On a des représentations théâtrales et films issus de la récupération des données personnelles, donc vraiment des représentations ancrées dans ce que la personne a collecté comme données personnelles sur sa vie, sur les réseaux. Ça, c'est fait avec l'artiste Ariane Loz. Et on a une série d'outils disponibles en ligne, en libre accès, gratuit, qui permet d'exercer ces droits qui ne sont pas toujours évidents pour les utilisateurs et utilisatrices, ou quelle personne contacter, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je ne peux pas demander, etc. L'outil permet de faire ces demandes plus ou moins automatisées. Et ensuite, une fois qu'on récupère les données, on va analyser ces propres données dans le navigateur via DigiPower. Donc, on récupère pas les données. On va toujours autonomiser la personne pour récupérer ces données et les analyser après. Et dans ces outils, on a une série des applications pour lesquelles on peut analyser ces données. Donc ici, par exemple, on a récupéré nos données d'Apple Tracker. Ben, on peut venir avec son set de données et puis l'analyser. C'est pareil sur Instagram, LinkedIn, etc. Et le cas pratique qu'on fait avec les élèves, c'est souvent Instagram qui est très utilisé. Et ici, une vue des statistiques qu'on donne pour Instagram. Ensuite, cette plateforme permet aussi de mutualiser des données. On a parlé de comment les droits d'accès sont un droit individuel, mais on permet via la plateforme et avec l'enseignant et l'enseignante de faire une mutualisation qui est cryptée, sécurisée et qui s'est fait au sens du serveur de l'institution ou dans les navigateurs. Ça veut dire qu'une fois que c'est fermé, tout est éliminé, il n'y a pas de sauvegarde des données. Et ici, il y a un consentement granulaire et individuel, mais qui est négocié de manière collective avec les autres élèves et avec l'enseignant en salle physique. Pardon. On a enfin un outil d'intelligence artificielle générative qu'on a développé plus récemment, où on va entraîner des agents selon les objectifs pédagogiques de l'enseignant et aussi selon les intérêts des jeunes. Et ici, on va apprendre comment l'intelligence artificielle générative fonctionne, mais on va aussi apprendre aux élèves
par exemple, comment fonctionne la collecte des données parce qu'on a alimenté l'agent avec les données personnelles récupérées. Mais on va aussi apprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative ne peut pas, à quoi elle ne peut pas répondre. Et là, on va développer plus le sens local d'une connaissance avec le public. Et on crée des personas aussi. Enfin, on crée des alternatives, on donne des alternatives plutôt parce que une fois qu'on rend visible ce qui se passe, souvent la première réaction c'est « Ah, mais je savais qu'on collectait tout ça sur moi ». Mais ensuite, une fois qu'ils ont les données, les personnes, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et ça, c'était vraiment une étape importante des données des alternatives, et ça, on l'offre sur notre site internet. On crée un wiki aussi pour commencer la partie communautaire et collectif. Et je vais juste conclure. Oui. Alors, je montre qu'on crée des ateliers participatifs, hybrides, physiques, hors ligne et en ligne, avec des outils numériques, des récupérations, analyses et partage des données. Et cela fonctionne pour une pédagogie avec une mise à situation individuelle et privée, mais aussi une mise à distance collective et publique et appliquée qui donne de la place à la stimulation créative, en fait, pour créer des alternatives pour le bien commun. Merci. Merci infiniment et bravo pour toutes ces initiatives qu'on voudrait voir répliquées et puis disponibles dans beaucoup plus d'institutions, notamment dans les universités. C'était un panel extrêmement dense mais extrêmement stimulant et finalement les passerelles se sont faites un peu automatiquement. Je me tourne vers Sophie. Normalement nous devons être en pause café. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend quelques minutes pour permettre aux gens de réagir? On s'accorde combien de temps dans ce cas-là? On prend un quart d'heure? Ok, très bien. Donc on dispose d'un quart d'heure, donc grosso modo jusqu'à 11h05, 11h06. Donc je me tourne immédiatement vers le public. Je ne sais pas s'il y a des micro-baladeurs ou pas, mais est-ce qu'il y a des personnes, éventuellement, oui, on peut prendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, poser des questions, y compris au sein du panel, des personnes qui souhaiteraient réagir entre elles aux pistes qui ont pu être lancées? Si vous pouvez vous présenter lorsque vous prenez la... Oui, bonjour, Laurence Leveneur, je suis membre du projet Ado Privacy. J'avais une question pour Jessica Pidou. J'ai trouvé très intéressant tous les outils que vous nous avez présentés. Je me posais une question un peu naïve. À quoi sert l'agrégation? Qu'est-ce que vous démontrez du coup à vos élèves quand vous faites l'agrégation des données? Qu'est-ce que ça met en valeur? Qu'est-ce que ça rend saillant en particulier? Merci. Tout de suite après l'analyse... Quand on arrive en classe et que les élèves arrivent avec leur set de données, ça se fait avec leur ordinateur portable. Et donc, ils ont qu'une vue individuelle, mais tout de suite, ils ont envie de se comparer ou de comprendre si, et c'est aussi très important pour des questions théoriques d'Alain Desrossières, et comment, en fait, ces données et ces mesures permettent de nous comparer, de se mettre en équivalence avec les autres. Donc, ils veulent tout de suite comprendre quelle est la norme dans un réseau social. Et là, par exemple, j'explore les biais sur les applications des rencontres entre les hommes et les femmes. Quel est le comportement et pourquoi on voit des différences. Et c'est vraiment une vue unique sur l'autre, puisque l'application nous met à distance. Malgré tout le ranking qu'on voit, les interactions, on ne sait pas, c'est une machine à faire des spéculations. Et là, on a les preuves de qu'est-ce qui se passe vraiment. Bonjour, je suis Tania Pételin, maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers. Je souhaiterais vous poser une question sur la place du consentement. Alors, c'est une question que je me pose, mais qui s'est reposée dès l'intervention de Julien Rossi. Vous avez mis en avant la dimension collective, et puis vous avez cité quelques travaux qui mettent en avant ce caractère illusoire parfois du consentement. Et puis, dans d'autres interventions, on est revenu sur ça, sur la complexité des politiques de confidentialité, sur le dark pattern.
Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le consentement est vraiment le fondement le plus pertinent ici, dans des cas des réseaux sociaux, notamment pour le traitement de ces données personnelles. Monsieur Couture a rappelé que donc, le consentement n'est pas le seul fondement de licéité. Et je pense notamment donc, aux réseaux sociaux. Donc, le fait déjà de s'inscrire sur un réseau social, donc c'est un contrat finalement basé sur l'acceptation des conditions générales d'utilisation. Alors est-ce que là, on ne devrait pas plutôt se baser sur le fondement contractuel et puis, parce que ces données sont nécessaires, sont liées donc à ce contrat. Et là, donc pour protéger les mineurs, on pourrait effectivement s'intéresser plus aux clauses contractuelles ou même aux droits de la consommation, comme Valère Ndior l'a mentionné tout à l'heure. Et puis pour d'autres traitements qui dépasseraient ce cadre contractuel, mais qui existent aussi, pourquoi pas évoquer l'intérêt légitime. Et dès qu'on évoque l'intérêt légitime de la plateforme ou d'un tiers, ben là, on pourrait intégrer aussi cette dimension que vous avez évoquée, notamment dès la première intervention des normes sociales, parce qu'on va chercher cet équilibre. Donc, Madame Granchet a évoqué donc dans le fondement de l'intérêt général, on va rechercher cet équilibre donc entre le poursuite de l'intérêt général, mais aussi la préservation des données personnelles. Et là, on met la plateforme ou le réseau social dans un rôle plus actif. À chercher, donc à devenir l'acteur de la protection des données des mineurs ici, puisque les mineurs sont spécialement cités comme une catégorie qui devrait être protégée, et ça permettrait peut-être aussi de les responsabiliser et ne pas voir le consentement un peu comme un laissez-passer alors que ce consentement forcément n'est pas forcément toujours éclairé et libre. Et peut-être là, il pourrait y avoir aussi une dimension, enfin juridiquement, on pourrait considérer, se poser la question, est-ce qu'on devrait accepter ce consentement? Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser, en étant plus exigeant sur le caractère libre et éclairé, pousser les réseaux sociaux d'envisager d'autres consentements qui les obligeraient à un comportement peut-être plus responsable et vertueux. Puis peut-être en intégrant la préoccupation du recours qui est fait actuellement par Max Schrems auprès de l'autorité autrichienne contre justement les modalités de consentement renouvelées de Facebook et Instagram, parce qu'ils considèrent justement que le consentement est complètement verrouillé dans ces cas-là, particulièrement pour les mineurs. Et je crois que Sophie souhaite ajouter quelque chose. Peut-être que vous pouvez y répondre, ou en tout cas intégrer cette question-là dans vos réponses. Plusieurs d'entre vous ont mentionné le problème de la gratuité, ou en tout cas le fait que la gratuité pouvait être un problème. Et du coup, je me suis dit, alors finalement, ce que nous propose Meta, est-ce que certains d'entre vous considèrent que c'est la bonne solution ? Voilà, payer 10 à 12 euros par mois pour utiliser Instagram. Et est-ce que sortir de la gratuité nous garantirait quelque chose ? Je crois que c'est une des raisons, enfin voilà, c'est un des freins à l'abonnement. Est-ce que ça nous garantirait vraiment une plus grande protection de la donnée ? Merci pour ces deux questions, auxquelles je vais essayer de donner au moins une partie des réponses de façon rapide, ce qui ne va pas être facile, mais je vais faire de mon mieux. Alors, sur le fondement des traitements de données à caractère personnel des réseaux sociaux, il commence quand même à y avoir de la jurisprudence et des décisions d'autorité de contrôle qui permettent de bien faire la distinction entre ce qui peut être fait sur le fondement de l'intérêt légitime, ce qui peut être fait sur le fondement du contrat et ce qui peut être fait sur le fondement ce qui doit être fait, même sur le fondement du consentement au titre du RGPD. En particulier, Meta a appris, ça leur a coûté 1,2 milliard d'euros, ce qui fait un peu cher la formation, mais bon, après tout, a appris que
le contrat auquel leurs utilisateurs souscrivent, déjà, d'une part, ça ne concerne que les personnes qui souscrivent effectivement les conditions générales d'utilisation, pas toutes les autres personnes qui n'ont pas de compte sur Facebook et qui sont quand même tracées par Facebook pour des fins publicitaires. Donc, ce contrat concerne la fourniture d'un service de réseautage social. La finalité publicitaire en est distincte, et elle, en particulier parce qu'il faut la lire en combinaison avec la directive sur la vie privée dans les communications électroniques, ça doit être fondé sur je résume un peu, mais fondé sur le consentement, la partie publicitaire. Or, deux choses. Déjà, si on parle du consentement, enfin si on parle de contrat, ça n'exclut pas le consentement. Simplement, on doit vérifier le consentement au contrat. C'est du droit civil classique. Ce qui n'est pas tout à fait la même définition du consentement que le consentement au titre de la protection des données à caractère personnel. Et ça, c'est ce qui est assez magique quand on parle de consentement, c'est qu'il y a plein de définitions différentes du consentement. Donc, selon le domaine du droit qu'on regarde spécifiquement, on peut avoir même des conceptions totalement opposées. Ce qui ne simplifie pas la pédagogie d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais du coup, le consentement, lorsqu'on parle bien de consentement au titre du RGPD, spécifiquement, la définition qui est donnée, l'article 4, paragraphe 11 du RGPD, place la barre extrêmement haut. À mon sens, si on le prend vraiment au sérieux, le type de traitement de données à caractère personnel qui est opéré par l'industrie de la tech, des enchères en temps réel, de publicité ciblée, etc. C'est impossible à expliquer de manière claire. En tout cas, bon courage. Mais à mon avis, c'est impossible. Donc, à mon avis, ça ne peut pas être légal. En tout cas, fondé, si on estime que le seul fondement possible est la publicité personnalisée, c'est le consentement au titre du RGPD. Si on en tire les conséquences logiques, et ça me semble être quelque chose de très clair, mais qu'effectivement, un certain nombre d'acteurs ont intérêt à présenter comme étant nébuleux. Le problème, c'est que beaucoup de gens les croient, et c'est un peu dommage, de mon point de vue. Un dernier point, et après, du coup, je pense que peut-être les autres, je laisserai les autres aussi répondre, sinon on va trop dépasser le temps, mais une subtilité intéressante par rapport aux mineurs, c'est que l'article 8 du Règlement général de protection des données porte sur le consentement au titre du RGPD des mineurs au traitement de données à caractère personnel par les services de la société de l'information. Auquel cas, les États membres décident d'un âge entre 13 et 16 ans de la majorité, qui est souvent présenté comme l'âge de la majorité numérique. Sauf que l'inscription en réseau social, c'est d'abord, dans un premier temps, un consentement contractuel. Après, on rajoute, à chaque fois qu'on poste un message, etc., ça va être du consentement au sens du RGPD. Du coup, l'article 8 ne s'applique pas. Et quid de la majorité numérique ? On a une loi en France qui a été adoptée, qui est entrée en vigueur. Est-elle compatible avec la très récente décision de la CJUE qui nous indique que la directive sur le commerce électronique est d'harmonisation complète et que les États membres ne peuvent pas rajouter d'obligations supplémentaires? C'est une question ouverte. À mon avis, il va y avoir de la casse dans les différentes mesures adoptées au niveau national ces dernières années suite à cet arrêt de la CJUE. Et je m'arrête là parce qu'on pourrait en discuter encore pendant très longtemps, mais je crois que là, déjà, j'ai beaucoup usé de votre patience. Je ne sais pas... Non, moi, c'est juste un petit mot. Alors, je comprends effectivement le consentement illusoire, etc. Mais je suis encore une fois une grande idéaliste. Mais confier l'appréciation de l'intérêt public à des opérateurs privés, moi, ça me pose... en tout cas, bon, même si dans la réalité, c'est finalement ce qui se passe sous le contrôle du juge. Mais l'écrire sur... le valider comme ça me pose un problème. Et peut-être juste une précision en une phrase, lorsque je parlais de viser le droit de la consommation, c'est tout simplement parce qu'en réalité, il s'applique déjà, comme l'a confirmé la jurisprudence française et européenne pertinente, et peut-être simplement souligner que tant le DSA que le RGPD et d'autres instruments font partie d'un écosystème d'instruments qui renvoie déjà explicitement à toutes les règles pertinentes du droit de la consommation. Donc en fait, lorsqu'on dit renvoyer au droit de la consommation, c'est parce qu'il est déjà applicable et parce que cela permet de déclencher des mécanismes d'inopposabilité de certaines règles, notamment en particulier à l'égard des mineurs. Donc c'était plutôt sous cet angle-là. Je tenais à apporter cette petite précision par rapport à ce que j'avais dit un peu au lance-pierre tout à l'heure. Alors,
Je vais vous raconter une histoire, c'est-à-dire la réalité de ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années. Lorsqu'on a vu à la CNIL apparaître la notion de consentement dans les textes, on n'était pas heureux du tout. Parce que ce n'est pas du tout la conception de la protection du droit telle qu'elle était conçue par le droit français qui était en vigueur jusque-là. Nous, on partait de l'idée que, alors c'est pas parce que la CNIL était tellement auto-centrée qu'elle ne faisait confiance qu'elle, mais c'est pas ça, non. Mais on partait de l'idée que s'il y avait des mesures de protection à mettre en place, il appartenait au législateur de les prévoir. Et là, tout d'un coup, on voyait que la règle, elle était confiée à l'usager, avec des conséquences, définitives, entre guillemets. Enfin, là, je ne parle pas du consentement tel qu'il est dans le RGPD, mais lorsqu'on a vu la notion de consentement, on disait, mais alors donc c'est l'individu qui va comprendre de lui-même les enjeux, qui va en tirer les conséquences et qui va s'engager pour une durée indéterminée. Ça paraissait très très dur et même incompréhensible pour nous, alors que nos références c'était de dire, ben non, il y a des règles, il y a des secrets qui existent en France, il y a le secret médical, il n'est pas question que le consentement puisse déroger au secret médical, il n'est pas question qu'il puisse déroger au secret bancaire, enfin bref, la litanie, vous pouvez l'imaginer. Mais le législateur aujourd'hui ne fixe plus de telles limites. Le législateur européen ou national, il ne s'engage plus dans cette voie-là. Donc aujourd'hui, moi j'en suis arrivé en tout cas à me rallier à l'idée que le consentement de l'individu était la dernière précaution que l'on pouvait mettre en place. Sinon, c'était l'acteur économique qui, je n'ai rien contre les acteurs économiques, mais enfin celui qui fixe les règles du jeu, celui qui définit son projet, celui qui va exploiter les données, qui risquait d'engranger encore ce pouvoir sur ses interlocuteurs et sur les données qu'il va exploiter. Voilà. Donc le consentement de l'individu, je ne vois pas comment faire autrement. Et en tout cas, il y avait l'autre solution qui était envisageable, effectivement, celle du contrat. Mais le contrat, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est encore une manière de donner les clés de la maison à l'entreprise qui définit les termes du contrat et qui va intégrer dans son contrat toute une série de considérations qui ne seront pas dissociables les unes des autres. Grande différence du consentement qui permet d'isoler un enjeu particulier et de prévoir une question, une réponse donc, sur ce point particulier du traitement des données. Donc le contrat, c'est le meilleur moyen pour de donner le pouvoir à l'une des parties, d'autant plus que le contrat, très souvent, excusez-moi mon vocabulaire, mais je ne suis pas très privatiste, je le reconnais, ce sont des règlements d'adhésion, en fait, des règlements d'adhésion privés, c'est-à-dire l'individu n'a absolument aucune marge de manœuvre vis-à-vis du contenu du contrat. Donc, dans 99,9% des cas, mais je veux bien être démenti. Donc, le consentement tel qu'il est compris dans le RGPD, tel qu'il a été imaginé dans le RGPD, est une création ex nihilo. C'est la première fois qu'on définit un cadre juridique qui donne autant de pouvoir à l'individu. Alors, on l'appelle consentement. Ça veut dire que ce n'est pas l'individu qui prend l'initiative. Il y a quand même ce bémol-là. Moi, je préférerais qu'on l'appelle autrement. Demande de l'individu, sur la base d'une demande et pas sur la base d'un consentement où on voit qu'il y a une initiative qui vient d'ailleurs et qui a été mûrie ailleurs. Et le consommateur est réduit à une action assez passive, disons. En tout cas, il peut l'interpréter comme ça. Mais au moins, ce consentement, c'est un consentement très fort, bien isolé dans sa cause, et surtout le refus, l'abandon du consentement doit être aussi facile que l'adhésion au consentement. C'est absolument sans précédent. Dans le domaine juridique, je ne connais pas de choses équivalentes, en tout cas là où on parle de consentement. Donc, alors maintenant, ce consentement aujourd'hui, il pose plein de problèmes. Très rapidement, il y a le problème du traçage du consentement. Si on n'a pas la conservation de preuves que le consentement a été donné, je ne sais pas très bien de quoi on parle. Mais en tout cas, c'est déjà mieux que rien. Mais on aurait pu beaucoup plus bétonner le dispositif en organisant un traçage et la conservation de preuves du consentement qui a été donné. Il y avait une autre question ici.
Alors, je ne sais pas si on va pouvoir l'apprendre, on a déjà pris un peu de retard. Je crois que dans l'intérêt du panel suivant, qui va être dense, on va s'arrêter là, vous aurez la possibilité peut-être de poser les questions. Merci à toutes et à tous, c'était passionnant, ça vaut beaucoup de pistes de réflexion.